Samedi, on a, j'allais dire fêté, mais c'était pas du tout une fête. Samedi, on a quoi d'ailleurs? On a l'état d'urgence sanitaire. Samedi, on a pleuré le retour de l'état d'urgence sanitaire. Samedi, on a constaté. Je trouve pas de mots. Bon, si vous trouvez un mot à ma place, n'hésitez pas. Samedi, on a le retour de l'état d'urgence sanitaire. Commençons par une nouvelle qu'on attendait depuis près de 3 mois, à savoir la nomination du nouveau contrôleur général des lieux de privation de liberté. La journaliste Dominique Simoneau a été officiellement nommée par décret publié au journal officiel contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Et pour l'expliquer simplement et rapidement, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, c'est une autorité qui est chargée de s'assurer de la préservation des droits des personnes qui se trouvent dans des lieux de privation de liberté. Donc très souvent on parle des prisons, mais en réalité ça va au-delà des prisons, puisque ça concerne tous les lieux de privation de liberté, donc par exemple des centres de rétention ou des personnes qui sont hospitalisées d'office par exemple en hôpital psychiatrique. Ça concerne aussi les locaux de garde à vue et ça concerne même les véhicules qu'on utilise pour transférer les détenus par exemple d'une prison au tribunal. Ça faisait quelques semaines que je vous en parlais dans les vidéos et sur Instagram en vous disant on n'a toujours pas de nouvelles du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le poste était vacant depuis mi-juillet puisque Adeline Hazan, la précédente contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, a fini sa mission le 16 juillet. Et personne n'était nommé depuis. Donc ça y est, on a un nouveau contrôleur général des lieux de privation de liberté, ou plutôt une nouvelle contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, en la personne de Dominique Simoneau. Jeudi toujours, on a appris que dans le cadre de l'instruction menée par la Cour de justice de la République sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, des perquisitions avaient été menées au domicile de plusieurs membres et anciens membres du gouvernement, dont Édouard Philippe, dont Olivier Véran, dont Sibeth Ndiaye notamment. Et qu'on soit d'accord, ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables, ça veut juste dire que la Cour de justice de la République, c'est l'institution qui est chargée de juger les membres du gouvernement pour les délits et les crimes qu'ils auraient pu commettre dans l'exercice de leurs fonctions. Or là, vous le savez peut-être, il y a des plaintes qui ont été déposées depuis mars contre certains membres du gouvernement, plaintes relatives à la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Et donc la Cour de justice de la République a retenu certaines de ces plaintes et maintenant elle instruit, elle enquête si vous voulez. Et c'est dans le cadre de cette enquête, comme n'importe quelle autre procédure finalement, que ces perquisitions ont été menées. Vendredi, on a appris qu'un peu plus tôt dans la semaine, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, avait été mis en examen pour association de malfaiteurs dans le cadre de l'enquête sur le financement de sa campagne présidentielle de 2007. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, puisque en fait Nicolas Sarkozy, on en parle dans plusieurs affaires judiciaires, donc c'est vrai que parfois on a un petit peu de mal à s'y retrouver. Mais là, il est question de l'affaire du financement de sa campagne donc de 2007. La justice cherche à savoir si cette campagne présidentielle de 2007 a été financée de manière illicite, et notamment d'un financement provenant du régime libyen, dirigé à l'époque par Mouammar Kadhafi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette affaire, Nicolas Sarkozy était déjà mis en examen, sur d'autres fondements, à savoir corruption, recel de détournement de fonds publics et financement illicite de campagne. Donc la mise en examen pour association de malfaiteurs vient s'y ajouter, sachant que, évidemment, je le rappelle à chaque fois, une mise en examen ne vaut pas condamnation, et donc Nicolas Sarkozy bénéficie évidemment toujours de la présomption d'innocence. Vendredi toujours, le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels à la suite de la mort d'un professeur d'histoire-géographie décapité par un homme en pleine rue non loin du collège où il enseignait. C'est samedi qu'est entré en vigueur l'état d'urgence sanitaire qui avait été annoncé un peu plus tôt dans la semaine par Emmanuel Macron. J'ai déjà fait une vidéo sur l'état d'urgence sanitaire, donc je reviens pas dans les détails là-dessus. La vraie nouveauté de cet état d'urgence sanitaire qu'on a connu en mars dernier, puisqu'on était en état d'urgence sanitaire du 23 mars au 11 juillet dernier. La nouveauté donc de l'état d'urgence sanitaire du mois d'octobre 2020, c'est que cette fois-ci, il y a un couvre-feu qui a été décrété.
couvre-feu qui ne touche pas tous les territoires de la France, qui touche pour l'instant en tout cas certains départements, sachant que ce qu'il faut bien comprendre avec cette histoire de couvre-feu, c'est qu'il est décrété au niveau national, il est décidé au niveau national, et donc dans le décret, il y a la liste des départements qui sont concernés, mais c'est ensuite au préfet de mettre en œuvre en réalité ce couvre-feu au plan local dans leur département. Et notamment, c'est au préfet de décider si oui ou non le couvre-feu a vocation à s'appliquer sur tout le département ou sur certaines zones du département. Et donc, si vous voulez des détails sur ce qui est applicable dans votre département, si vous êtes soumis à couvre-feu, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la préfecture et à consulter l'arrêté préfectoral relatif justement à ce couvre-feu. Et vous verrez ce qui s'applique ou ce qui ne s'applique pas dans votre territoire. Et concrètement, qu'est-ce que signifie ce couvre-feu? Eh bien, ce n'est pas difficile à comprendre. Le couvre-feu signifie que de 21h à 6h, vous êtes censé être chez vous. Vous ne vous baladez pas dans l'espace public, c'est-à-dire dans la rue, et vous ne vous baladez pas non plus dans des lieux recevant du public. Un centre commercial, un magasin, etc. À 21h, vous devez être chez vous. Évidemment, vous vous doutez bien que comme toute règle, il y a des exceptions qui sont prévues. Il y a des exceptions qui vous permettent effectivement de circuler sur la voie publique de 21h à 6h. C'est notamment le cas si vous êtes en train d'effectuer un déplacement entre votre travail et votre domicile ou votre domicile et votre travail, ou encore de votre école. C'est également le cas si vous devez vous rendre à l'hôpital de manière urgente. C'est également le cas si vous vous déplacez pour vous rendre dans un aéroport parce que vous allez prendre un avion. C'est également le cas lorsque vous sortez pour promener votre animal de compagnie. Dans ce cas-là, il est prévu que le déplacement doit être bref et dans un rayon de 1 km de chez soi. Sachant que je le précise parce que ça intéresse peut-être certains, la pratique d'une activité sportive n'est pas listée comme étant une exception. Dans tous les cas, n'oubliez pas que si vous êtes sur la voie publique entre 21h et 6h, il faut toujours sortir avec un document permettant de prouver que vous vous inscrivez dans le cadre de cette exception. Et évidemment, je ne peux pas vous parler d'obligation sans vous parler de sanctions. Sachez que le non-respect du couvre-feu est sanctionné d'une amende de 135 €. En cas de récidive dans les 15 jours, l'amende passe à 1 500 €. Et si vous vous faites verbaliser plus de 3 fois en 30 jours, cette fois-ci, vous risquez 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Et dernière chose que je voulais vous dire sur le couvre-feu, c'est que dans les zones soumises à couvre-feu, il y a certains établissements qui ne peuvent même pas recevoir de public, mais même la journée, de 6h à 21h, ils n'ont pas le droit. C'est le cas notamment des bars, c'est le cas notamment des salles d'exposition, et c'est le cas encore des salles de sport. Sachant que pour les salles de sport, il y a des exceptions. Par exemple, les salles de sport donc, ne peuvent pas accueillir tout le monde, mais elles peuvent accueillir un certain type de public. Par exemple, elles peuvent accueillir des mineurs, elles peuvent aussi accueillir des sportifs professionnels. Elles peuvent également accueillir des personnes qui ont un certificat médical qui atteste de ce qu'elles ont besoin de pratiquer une activité physique et sportive. Bref, pour les salles de sport, il y a quelques exceptions qui sont prévues. Mais pour les bars, par exemple, il n'y en a pas. Donc dans les zones de couvre-feu, les bars doivent rester fermés au public toute la journée. Et toute la semaine, en tout cas pendant toute la durée du couvre-feu pour l'instant. Dimanche, sachez qu'a été publié l'arrêté qui vient préciser les modalités de mise en œuvre et de délivrance de prescription du cannabis thérapeutique. Et la semaine dernière, dans la vidéo, je vous expliquais que l'expérimentation du cannabis thérapeutique avait été autorisée, mais qu'il n'y avait pas encore les détails. Eh bien, les détails sont arrivés avec cet arrêté et honnêtement, j'étais pleine de bonne volonté. Je me suis dit, je vais lire, je vais leur expliquer, je vais leur faire une synthèse. Mais quand j'ai vu la longueur du truc, les termes médicaux, scientifiques, etc., alors que je sortais de 24 heures sans sommeil quasiment parce qu'il avait fallu que je lise le décret sur l'état d'urgence sanitaire et 15 arrêtés préfectoraux sur la mise en œuvre du couvre-feu, mes neurones ne répondaient plus, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je me suis pas lancée dans la lecture de cet arrêté. Ce qui est certain, parce que ça je pense que ça vous intéresse, c'est que l'article 1er de l'arrêté, je vous mettrai les références de l'arrêté si vous voulez aller le consulter, prévoit les situations dans lesquelles il est possible de prescrire du cannabis thérapeutique. Il y a notamment certaines formes d'épilepsie, des situations palliatives, donc pour les personnes qui sont en soins palliatifs, et puis l'arrêté évoque également la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou des autres pathologies du système nerveux central, aussi certains symptômes rebelles en oncologie, vous voyez ? J'arrive même pas à le dire. Certains symptômes rebelles en oncologie liés au cancer ou au traitement anticancéreux. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, je crois.
Ouais, c'est tout. Voilà, c'est la fin des actualités de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à dimanche prochain.